dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Sur Fréquence Évasion, nous sommes en compagnie de Jean-Claude Noué, qui est professeur en faculté de médecine. Bonjour. Oui, bonjour. Alors Jean-Claude, vous allez nous parler de la Ligue des droits des animaux, de l'animal. J'aurais aimé que vous nous présentiez cette ligue. Oui, c'est une association qui est déjà ancienne, puisque cet organisme a été fondé en 1977 par un certain nombre de personnalités, dont Alfred Kasser, le prix Nobel de physique, Philippe Diollet, qui était le collaborateur de Cousteau, le professeur Rémi Chauvin, qui était l'éthologue, et moi-même. C'est-à-dire un centre, un club, si vous voulez, de scientifiques. Et nous avons voulu fonder une espèce d'académie scientifique, juridique, philosophique, pour traiter des grands problèmes des rapports entre l'homme et l'animal, et analyser sur ces terrains-là, c'est-à-dire les terrains scientifiques, juridiques, philosophiques, la façon dont on traitait l'animal d'une façon générale. Un problème très important justement pour la défense des droits des animaux, c'est l'expérimentation animale. Alors que faites-vous justement ici à la Ligue pour ce fléau, ce problème sur l'expérimentation animale? Il y a trois grands problèmes de l'utilisation de l'animal. Il y a l'animal d'élevage pour l'alimentation, il y a l'animal d'expérimentation, et puis, il y a l'animal utilisé pour la distraction, et je pense notamment à la chasse. Là, je parle en nombre, et si vous voulez, en volume d'animaux. Ce sont les trois grandes utilisations. Parlons de l'expérimentation, si vous voulez. L'expérimentation sur l'animal, c'est un sujet très polémique, et il faut être vraiment très au courant du sujet pour en parler posément et intelligemment. Nous ne sommes pas à la Ligue des droits de l'animal, étant donné la fonction des uns et des autres et la compétence des uns et des autres. Nous ne tombons pas dans le système des slogans qui consiste à condamner sans bien savoir ce que l'on condamne. À grands coups d'affirmation, l'expérimentation animale n'a servi à rien, l'expérimentation animale ne sert à rien, l'expérimentation animale peut être supprimée du jour au lendemain. Malheureusement, tout ça est faux. Tout cela est faux, et je dis malheureusement, parce qu'on a besoin dans différents domaines, le domaine de la santé humaine, le domaine de la santé animale, le domaine de la recherche fondamentale, on a besoin de mener un certain nombre d'expériences. Que pensez-vous des expérimentations, des essais qui ont été faits en 1985 sur les grands primates concernant le sida? Il y a quand même problème. Bien évidemment, il est bien évident que dans la recherche, il y a des voies que l'on emprunte pour trouver des solutions et qui se révèlent mauvaises ensuite. Ça n'est pas parce qu'il y a des exemples catastrophiques qu'il faut condamner l'ensemble. De toute façon, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Je suis tout à fait d'accord, moi, pour qu'on la supprime. Au contraire, on a été un des promoteurs des grandes demandes de suppression de l'expérimentation sur l'animal, à la condition qu'on ait quelque chose pour la remplacer. Or, on ne fait aucun effort pour la remplacer. Il n'y a pas le moindre budget qui ait été attribué à la recherche des méthodes de remplacement, à tel point que ce sont les associations, notamment comme la Fondation Ligue des droits de l'animal, qui ont créé des prix pour récompenser les chercheurs qui se consacrent à ces travaux. Le drame, c'est que, en ce moment, il n'y a aucun budget officiel attribué à la recherche et à la mise en place de méthodes de remplacement. La réglementation européenne et française dit que l'expérimentation sur l'animal n'est licite que s'il n'existe pas de méthode de remplacement. Or, les méthodes de remplacement n'existent pas. Elles n'existent pas suffisamment en suffisamment grand nombre, premièrement, et deuxièmement, quand elles existent, elles ne sont pas validées. Autrement dit, l'absence de politique vraie de recherche de méthodes de remplacement fait que nous sommes condamnés à utiliser encore l'animal. Et ce sont des demandes qui sont répétées sans arrêt auprès des organismes qui distribuent les budgets de recherche. Vous parliez il y a quelques instants de l'utilisation des animaux. On pourrait aussi parler aussi de l'utilisation d'un animal dans le cirque. Alors que faites-vous justement pour l'utilisation des animaux dans le cirque ici à la Ligue du droit de l'animal? Ça fait bien longtemps qu'on s'occupe de l'utilisation de l'animal sauvage. Nous avons été les premiers, même avant que la Ligue existe, mais on le faisait à titre individuel, à nous occuper du zoo et du cirque.
Et on a sorti un rapport en 98 sur la condition de l'animal sauvage dans les cirques. Et on s'occupe depuis très très longtemps, moi depuis 35 ans, de la condition d'animal dans les zoos. Je rappelle qu'en 1973, avec une équipe que j'avais constituée, dans laquelle il y avait Paul-Émile Victor, l'explorateur, nous avons découvert un trafic d'animaux à côté de Paris, avec découverte d'animaux importés de façon frauduleuse, etc. Et c'est à partir de cette découverte de ce trafic, ça fait 30 ans, que toute la réglementation a suivi. Notamment le premier arrêté qui a pu limiter l'introduction des animaux sauvages pour l'utilisation dans les zoos et dans les cirques a été pris en octobre 1974. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux encore dans les cirques, alors que faire pour interdire concrètement l'utilisation de ces animaux dans les cirques ? Il faut que le public comprenne que ces animaux qui sont dans les cirques sont des animaux qui sont en permanence maltraités, parce que d'abord ce sont des animaux captifs, premièrement, et deuxièmement, pour les exhiber dans les cirques, pour la plupart, à moins que ce soit des animaux que l'on promène autour de la piste et qui n'ont rien à faire là, et d'ailleurs ça devrait être interdit, et c'est interdit par un décret de 87 qui est contourné. Par exemple, je sais pas, un hippopotame qu'on balade autour de la piste ou un caïman. Bon. Mais les animaux qui participent à un spectacle, comme les fauves par exemple, comme les ours, sont des animaux qui sont dressés, c'est-à-dire qu'on leur apprend un certain nombre de gestes qui sont des gestes contre nature et qui sont appris de façon contraignante. Alors on utilise aussi dans certains cas certaines drogues justement pour calmer les animaux, pour qu'ils soient un peu plus dociles. Oui, le dressage en lui-même suffit. L'animal répond à un petit geste qui par avance est une menace et il sait que s'il n'exécute pas, il aura une punition par conséquent. Et quand on observe d'assez près les animaux en train d'exécuter des tours dans les cirques, les fauves par exemple, ou même les ours, on voit qu'ils anticipent le commandement, c'est-à-dire qu'ils font le geste qu'on va leur demander, ils le font d'avance, parce qu'ils savent qu'on va le leur demander. C'est-à-dire qu'ils sont en permanence dans cette espèce d'inquiétude de l'ordre qu'on va leur donner. On va appeler ça un stress. Ils sont dans une contrainte ou un stress constant, permanent. Alors vous vous occupez aussi du domaine de la chasse. On s'occupe de tous les domaines de l'utilisation abusive de l'animal. Ça l'est presque toujours, y compris dans l'élevage intensif. Oui, la chasse, il y a toujours une confusion entre la chasse ancienne qui servait éventuellement à nourrir les hommes qui chassaient, et la chasse actuellement qui est simplement un plaisir et qui consiste à tuer des millions d'animaux. Ça doit être actuellement en France de l'ordre de 50 à 60 millions d'animaux par an, que ce soit à poil ou à plume, uniquement pour la distraction. On nous dit toujours que la chasse régule les populations, mais les populations n'ont nullement besoin d'être régulées. Je ne vois pas en quoi la chasse a besoin de réguler les populations de bécasses des bois ou de mécassines ou de lièvres. Il y a à la rigueur le sanglier, effectivement, qui a peut-être besoin d'être régulé parce qu'on a supprimé tous les grands prédateurs. Alors ça, il est possible qu'effectivement on ait besoin de le réguler. Mais d'un autre côté, si on veut limiter la population des sangliers, je ne vois pas très bien pourquoi, d'autre part, on en élève pour les lâcher dans la nature pour pouvoir les tirer ensuite. Quelque part, est-ce qu'il ne faudrait pas tirer la sonnette d'alarme et faire prendre conscience que certaines espèces sont en voie de disparition à cause de cette chasse intensive ? Mais ça c'est sûr. En tous les cas, elles sont menacées de disparaître, mais il y en a une qui est bien connue, c'est un symbole, c'est le pigeon migrateur d'Amérique du Nord, qui était un effectif de plusieurs milliards à la fin du 19e siècle, et le dernier pigeon migrateur d'Amérique du Nord est mort dans un zoo en 1910, exterminé par la chasse, à tel point qu'on tirait sur eux à coups de canon chargés à mitraille. Alors nous, dans le sud, évidemment, nous avons les corridas. Est-ce que vous intervenez ici à la Ligue contre les corridas dans le sud de la France ? C'est pas tout à fait pareil, dans la mesure où... Mais enfin, de toute façon, c'est un geste qui est cruel et qui est fait lui aussi pour la distraction. Oui, la Ligue française vient de lancer une opération d'information, parce qu'on s'est rendu compte que dans l'opinion publique, en France, il y avait une désinformation totale sur ce qu'est en réalité la corrida.
C'est-à-dire que dans la presse ou dans les médias d'une façon générale ou à la télévision ou dans les livres qui sont consacrés à la corrida, on voile ce qui est l'exact sort réservé au taureau. C'est-à-dire qu'on montre essentiellement tout ce qui est couleur, mouvement, et dans les arènes, les couleurs, les mouvements, l'ambiance, le soleil, la musique, tout ça voile la réalité. Les yeux se portent sur les acteurs humains de ce spectacle, entre guillemets, mais les spectateurs regardent beaucoup moins le taureau que les acteurs humains, de telle sorte que la vérité est exactement voilée. Et on a voulu, dans un dépliant qui est en train d'être distribué en ce moment, qu'on a mis à peu près 1 an à peaufiner, à bien préparer, on a voulu révéler avec des photos, des graphiques, des dessins, montrant l'impact des armes, l'impact des banderilles, c'est-à-dire des harpons, l'impact de la pique, où on place l'épée, quels organes elle touche, etc., pour que le public qui est totalement désinformé soit vraiment informé de ce qui se passe. Ce qu'il faut rappeler aux auditeurs de Fréquence Évasion, aux gens qui nous écoutent actuellement, c'est que la corrida ne sera jamais un art. Comment peut-on trouver quelque chose d'artistique dans la barbarie ? Bien sûr, mais il y a on utilise les mots quelquefois dans un sens qui n'est pas le leur. Dire que c'est un art, oui, on peut toujours dire que c'est un art, mais ça n'est pas pour ça que ça en est un. Et on n'a jamais déclaré que les toréadors soient des artistes. Je n'ai jamais entendu dire ça. Généralement, ce sont les artistes qui pratiquent un art. Et je n'ai pas entendu dire que les toréadors soient des artistes. Non, c'est pas un art, c'est un spectacle, entre guillemets, dont il faut rappeler que c'est le spectacle public d'une cruauté, de sévices graves infligés à des animaux, et sans conteste possible. Ce que reconnaît d'ailleurs le Code pénal. Le Code pénal ne dit pas que la tauromachie n'est pas un acte cruel. Elle dit que cet acte cruel n'est pas puni dans certaines circonstances. C'est pas du tout la même chose. Pour en revenir à la souffrance animale, quand Marie-Sara dit qu'un taureau c'est un pachyderme et qu'il ressent rien, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous répondez ? Si elle dit que c'est un pachyderme, déjà je dis que c'est une andouille, parce que les pachydermes ce sont les éléphants. Alors si elle le dit, c'est que vraiment elle ne les connaît pas. Ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Non, mais ils ont un système nerveux qui ne sert absolument à rien. C'est bien connu. Quand les pics fracturent des arcs vertébraux ou quand les banderilles s'enfoncent dans les masses musculaires qui sont truffées de muscles, le taureau, lui, ne sent rien. C'est bien sûr. Mais ce serait le seul animal à ne pas ressentir la douleur. C'est assez étrange. Ce sont des phrases mensongères et d'opportunisme. C'est absolument révoltant d'ailleurs. Alors que pensez-vous du gavage d'oie chez nous dans le sud, notamment dans le Gers ? Ça se pratique évidemment couramment. Est-ce que vous faites quelque chose justement ? Est-ce que vous entreprenez des démarches pour faire cesser ce gavage d'oie ? C'est surtout le gavage de canard maintenant. Les oies sont de moins en moins gavées. Le foie gras est maintenant du foie gras de canard. C'est beaucoup plus facile, disent les professionnels. Beaucoup plus facile à faire. On est arrivé à une espèce de délire en France, puisque avec une production française qui est de l'ordre de 16 ou 18 000 tonnes de foie de canard, à raison d'un foie, d'une livre par animal, on arrive à de l'ordre de 35 millions de canards gavés par an en France. C'est une masse de souffrance absolument considérable, puisque dans les 15 derniers jours du gavage, et il faut rappeler que le gavage maintenant se fait le plus souvent avec des appareils pneumatiques, dans les derniers jours, on pousse en 2 ou 3 secondes une pâtée de 450 grammes dans l'œsophage à chaque fois, avec toutes les lésions ésophagiennes qui sont dénoncées d'ailleurs dans un rapport scientifique qui a été publié par la Commission européenne dès 1998. Comment combattre ces pratiques ? Comment faire cesser ces tortures animales ? Il faut faire connaître, il faut faire savoir aux gens la réalité des choses.
c'est un peu ce que nous tentons de faire avec la corrida, ce que nous tentons de faire avec, comme on l'a fait avec l'élevage en batterie, pour les poules, pour les veaux, pour les porcs, c'est-à-dire de dénoncer des méthodes qui sont indignes de la sensibilité animale. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette ligue? Quelles sont justement les activités, quels sont les moteurs qui font que vous fonctionnez et que vous arrivez justement à être opérationnel et à obtenir des résultats? Ce que j'aurais aussi aimé savoir, s'il y avait une charte du droit de l'animal. Oui, bien sûr. Il y a eu une tentative de déclaration des droits de l'animal en 72, qui a été ensuite reprise. On y a beaucoup travaillé en 75, 76. J'y ai moi-même beaucoup contribué. Ensuite, 77 également, il y a eu une version qui a été travaillée à Londres. Et finalement, la Déclaration universelle des droits de l'animal a été proclamée à la Maison de l'UNESCO en octobre 78. Elle n'était pas très satisfaisante et on a réécrit cette déclaration pour avoir une version beaucoup plus scientifique et beaucoup plus vraie en 1989. On a voulu prendre cette forme de réclamer des droits pour l'animal sans se contenter de dire que l'homme a des devoirs à son égard, parce que on a voulu être les porte-parole de l'animal finalement. Si l'homme se contentait de reconnaître qu'il a des devoirs, il les accorde à l'animal par une espèce de condescendance. On protège ce qui est au-dessous finalement. Alors qu'on veut mettre, nous, en avant le respect que l'on doit à l'animal parce que c'est un être vivant qui vit sur la Terre comme nous et que, à l'évidence, il a des droits naturels qui sont le droit de vivre, qui sont le droit de vivre libre pour l'animal sauvage, qui sont également le droit de ne pas souffrir par la faute de l'homme. Enfin, c'est des grands droits fondamentaux. Le rôle de la Ligue, c'est de nous appuyer sur la Déclaration universelle des droits de l'animal qui édicte un certain nombre de grands principes moraux et de faire entrer ces droits, qui sont des droits naturels de l'animal, de les faire entrer dans le droit, c'est-à-dire dans la réglementation, dans la loi. Et c'est à ça essentiellement que l'on travaille, nous. C'est-à-dire de faire petit à petit, et c'est un travail de très longue haleine, je vais vous citer 2 exemples, c'est un travail de très longue haleine que nous conduisons depuis longtemps pour faire entrer peu à peu dans tous les domaines, de faire entrer le respect de l'animal dans toutes les sortes d'utilisation de l'animal. Alors, je vous prends un exemple. Nous avons, en 1984, lancé l'idée de reconnaître d'une façon officielle, c'est-à-dire par la loi, que l'animal n'est pas une chose, car il est traité comme une chose dans les codes, dans le code civil, dans le code pénal, etc. Il nous a fallu exactement 15 ans pour obtenir que le code civil soit changé. Il n'avait pas été changé depuis 1804, depuis le code Napoléon. Et actuellement, le code civil, à notre demande, reconnaît que le code civil distingue l'animal de la chose. C'est un grand progrès moral. C'est un grand progrès sur le plan éthique. Et je vous donne maintenant un autre exemple qui est aussi une victoire législative importante que l'on vient de gagner. C'est un sujet un peu délicat, c'est celui de la perversion sexuelle avec des animaux. On a été informé de ça avec la diffusion des bandes vidéo porno, etc., par un officier de police en 96. Et c'est seulement dans la loi Perben de mars 2004, toute récente, la loi du 9 mars 2004, qu'on a obtenu, après donc 8 ans d'efforts, que les actes pervers avec les animaux soient punis comme des sévices, comme le sont les sévices ou les actes cruels. Bon, c'est-à-dire que petit à petit, on fait rentrer dans la loi les grands principes philosophiques et moraux de la Déclaration universelle. Quelle est la position de l'Europe, justement, face aux droits de l'animal? D'une façon générale, la France est malheureusement très en retard. L'Europe est relativement coupée nord-sud. Les pays du Nord sont plus sensibles à la cause animale que les pays, 10 pays du Sud, dont la France fait partie. Et malheureusement, parmi les pays du Sud,
La France n'est pas la mieux placée quant à son attention à la cause animale. Je peux vous donner un exemple que nos auditeurs comprendront et apprécieront, je pense. En ce moment, juste avant l'élargissement de l'Europe, il y a 3 pays qui ont le même nombre de députés, c'est 87 députés, c'est-à-dire Grande-Bretagne, France et Italie. L'Allemagne en a 99, en a plus, parce que la population est plus nombreuse. Sur 87 députés européens britanniques, 27 font partie d'un groupe qui s'occupe spécialement du bien-être animal, c'est-à-dire un tiers, un député sur 3 britanniques. En France, il y en a 2 sur 87 qui se préoccupent de ces questions, et encore, dans toutes les séances qu'il y a eu si je ne me trompe pas, il y a eu 27 séances que j'ai comptabilisées jusqu'au mois de novembre 2003 et les 27 mois précédents. Donc sur ces 27 séances, il y a 2 députés qui étaient inscrits et ils sont venus chacun une fois. Autrement dit, nos parlementaires qui nous représentent au Parlement européen ne se préoccupent absolument pas du bien-être animal. Quant à l'Assemblée nationale, en 83-88, il y avait un groupe parlementaire qui à ce moment-là était présidé par M. Ningesser. Et ce groupe parlementaire rassemblait 53 députés à l'Assemblée nationale. En ce moment, à l'Assemblée nationale, je crois qu'ils sont 2 ou 3 à s'en préoccuper. Et encore, les CA se passent bien souvent en tête-à-tête si ce n'est pas le député tout seul. Et avec des réflexions, chaque fois que la question animale vient en discussion à l'Assemblée nationale pour une proposition de loi ou un projet de loi, le malheureux député qui soutient cet amendement se fait accueillir par des cris d'oiseaux, des ouah-ouah et des miaou. C'est-à-dire que se préoccuper du bien-être animal continue au niveau de nos politiques, bien souvent, et en tous les cas de nos représentants, à être un sujet ridicule. Un autre problème qui est préoccupant, c'est le transport justement dans l'élevage, le transport des animaux, et je pense que vous avez des actions concrètes ici à la Ligue des droits de l'animal. Il y a des actions qui sont faites par beaucoup d'associations et la Ligue, notre Ligue a pris l'initiative il y a 1 an et demi de rassembler 3 ou 4 associations qui s'occupent de différentes causes pour faire un groupe comme ça. Et maintenant, on a décidé, quand il y avait des grandes actions à faire, de le faire ensemble et en respectant des règles de déontologie interassociative, c'est-à-dire que chacun respecte le travail de l'autre et aucun ne cherche à s'attribuer le mérite de l'action commune. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a quelquefois des choses qui sont assez déplorables. Et dans le domaine des transports, on espérait beaucoup que l'Europe prenne en ce moment-là, avant l'élargissement, prenne des mesures, mais maintenant on n'a rien pris avant l'élargissement. L'élargissement, c'est dans quelques jours, et l'entrée des pays de l'Est ne va pas faciliter les choses. Et il y avait beaucoup d'améliorations à faire dans les transports. On a fait des campagnes, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait des campagnes en disant pas plus de 8 heures de transport. Bon, c'était un chiffre un peu arbitraire, ça aurait pu être 6 ou 9, ou enfin on avait dit 8. Bon, d'accord. Non, pas d'accord plutôt d'ailleurs. Mais personne n'a fait attention, et c'est longtemps après qu'on s'en est aperçu, c'est que tout le monde s'est fait piéger, car qu'est-ce que ça veut dire transport ? Quand on dit pas plus de 8 heures de transport, on se dit, bon, très bien, pas plus de 8 heures entre le point de départ et le point d'arrivée. Eh bien non, pas du tout. Les 8 heures de transport, plus exactement maintenant au niveau de l'Europe, les 9 heures de transport, ça n'est qu'une étape. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'étape de plus de 9 heures de transport, avec une période de repos après, et puis ensuite une autre étape de 9 heures, période de repos, et l'Europe n'a pas fixé de limite. C'est-à-dire que les périodes de 9 heures de transport plus période de repos peuvent être multipliées à l'infini. Tout le monde s'est fait piéger. Alors, tout le monde est extrêmement mécontent, et moi en particulier. C'est-à-dire que, bon, ça s'est pas fait dans les choses, ça s'est pas fait dans les règles, là. Ça s'est pas fait dans les règles. Ce qui serait important, en tous les cas, du point de vue de transport, c'est que les animaux qui doivent être transportés pour être abattus doivent être transportés le moins longtemps possible. Et le mieux possible, ce n'est pas parce qu'ils vont être mis à mort qu'on doit faire des transports dans n'importe quelle condition, premièrement. Et deuxièmement, quand il y a des transports qui doivent être faits pour l'engraissement des animaux, et là ce sont des raisons économiques, elles sont importantes, comme par exemple ces veaux qui naissent dans le sud-ouest de la France
et qui sont transportés pour être engraissés dans la plaine du Pô, parce que la plaine du Pô est extrêmement riche, on fait 3 récoltes de luzerne par an, on peut les transporter. Ça met bien entendu plus de 8 heures, plus de 9 heures. Et ça peut être fait, si c'est bien fait, et être bien fait, ça veut dire des camions confortables, des conducteurs qui ne prennent pas les virages trop vite, enfin bon, des transports correctement effectués, on peut l'accepter. Et il faut prendre en compte aussi les questions économiques. On ne peut pas, dans des problèmes aussi graves que ça, négliger les questions économiques. Rappelons-nous quand même que le transport des veaux nés dans le sud-ouest de la France, exportés pour être engraissés pour la consommation italienne dans la plaine du Pô, rapporte 1,5 milliard d'euros à la France. Est-ce que la philosophie de votre ligue ne serait pas justement d'encourager le végétarisme et d'éviter de manger de la viande? Ça serait peut-être mieux pour la santé et puis encore mieux pour l'animal. Mais bien sûr, bien sûr. Ce dont il faut tenir compte aussi, parce qu'il faut être pragmatique, c'est parler de végétarisme en France, c'est pas un sujet facile. Avec la tradition culinaire, ça n'est pas bien pris. Il n'y a qu'à regarder la rareté des restaurants végétariens en France, alors que chaque fois qu'on se déplace, y compris en Espagne, y compris en Italie, je ne parle pas de la Grande-Bretagne, de la Belgique ou de l'Allemagne, où on trouve facilement des restaurants végétariens. En France, il faudrait... il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis quand on veut manger un plat de légumes en France, on vous regarde avec des yeux comme si vous aviez... comme si vous étiez porteur d'une espèce d'anomalie absolument incongrue. Le végétarisme, bien sûr, c'est ne pas tuer l'animal. Ne confondons pas végétarisme et végétalisme, c'est-à-dire végétalisme, ne rien consommer qui vient de l'animal. Et là, comme médecin, moi, je ne suis pas d'accord avec le végétalisme parce que ça conduit directement à des carences protéiques. Il y a des protéines qui sont des protéines de nature animale dont l'organisme a absolument besoin parce qu'on peut pas les trouver chez les végétaux. C'est des protéines qui contiennent du soufre. Mais ces protéines, on les trouve dans le lait, on les trouve dans le fromage, on les trouve dans les œufs. Par conséquent, ce sont des produits qui n'attentent pas à la vie de l'animal. Ce sont des produits animaux, mais qui n'entraînent pas la mort de l'animal. Le végétarisme peut être un mode d'alimentation qui est parfaitement compatible avec l'absence de carence. Eh bien, pour conclure, pour terminer, vous allez nous donner les coordonnées de la Ligue des droits des animaux. Fondation Ligue française des droits de l'animal, 39 rue Claude Bernard, à Paris, dans le 5e, 75 005, 01 47 07 98 99. Avez-vous un site internet à nous communiquer? Un site internet, oui. On m'a dit plusieurs fois qu'il était intéressant. À cause de l'audience internationale, puisqu'on a une action internationale importante, le site internet est en anglais. C'est Ligue en anglais, alors. LEAGUE, Ligue-Animal rights, les droits, .org. Ligue Animal Rights.org. Eh bien, je vous remercie de nous avoir parlé de la Ligue des droits de l'animal. À très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Merci beaucoup, au revoir. Fréquence Évasion.